www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Nous allons continuer avec le programme avec Monsieur Ngingoi, qui est ressortissant de la RDC, né au Congo où il a fait ses études. Il a complété un bac à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal et vit actuellement au Canada depuis près de 20 ans. Il est très impliqué dans la sensibilisation de ses compatriotes sur la situation du Congo. Il est membre des Patriotes du Congo et ancien candidat à la présidence de la communauté congolaise de Montréal. Alors, sous vos applaudissements, Monsieur Guy Ngoi. On m'a dit de parler un petit peu de comment nous allons miser sur nos forces, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les hommes. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Lorsqu'on m'a demandé de faire de parler de ce petit sujet, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce que les jeunes, les femmes, les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent rechercher pour que le Congo puisse être gagnant, qu'est-ce qu'ils doivent avoir tous ensemble, de quoi ils ont vraiment besoin. Si je dois faire ressortir une chose sur laquelle nous devons miser pour que les trois, les jeunes, les femmes, les hommes, s'impliquent et pour qu'ils puissent aider à libérer notre pays, j'ai trouvé un mot, c'était la connaissance. Je me suis dit, les jeunes, les femmes, les hommes, nous avons tous besoin de la connaissance. Cheikh Anta Diop, le grand professeur Cheikh Anta Diop, c'est lui d'ailleurs qui a donné son nom à l'université Cheikh Anta Diop où j'ai étudié, disait ceci. Il disait, vous allez entendre, c'est tellement... moi quand j'ai lu ces textes la première fois, j'avais des frissons. C'est en lien avec ce que nous vivons au Congo. C'est vraiment, c'est comme s'il parlait de nous, de notre pays à l'époque. Il disait, nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. C'est vrai ça. Avec 6 millions de morts, si le Congo était comme le Congo-Brazzaville ou le Rwanda, il n'y aurait plus de Congolais sur cette terre. On peut parler d'espèces en voie de disparition dans ce cas-là. Donc il dit, nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent. Et ce combat est même plus violent que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Il faudrait que nous recherchions la connaissance en accumulant les informations, comme on vient de le faire maintenant, avec des Congolais qui vont chercher à la source, qui veulent comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qui veulent comprendre c'est quoi l'origine de notre problème. Donc, il ajoute, il dit, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne nous dispense, aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Ne soyons pas paresseux, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un samedi. On aurait tous bien aimé être à la maison, faire un repassage ou autre chose que nous faisons d'habitude samedi. Mais nous sommes là aujourd'hui et nous ne devons pas être paresseux. Nous devons, comme aujourd'hui, nous lever à chaque fois que le Congo, on parle du Congo, à chaque fois qu'on cherche à trouver des solutions pour le Congo. Aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Et il finit en disant, à formation égale, la vérité triomphe toujours. J'ai envie de dire Amen. J'ai envie de dire Amen. Vous l'avez dit?
Que Dieu vous garde. Donc, à connaissance égale, mes frères et sœurs, je fais encore un lien avec ce qu'a dit Patrick. On a inculqué une mentalité aux gens. On a dit aux Tutsis, on a dit que vous êtes supérieurs au tout. On a dit vous êtes intelligents, vous êtes fins, vous êtes ceci. Et ça créait un mécanisme de réflexion, ça créait un mécanisme d'action aussi, de façon d'agir. Et ça nous a menés dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ça nous a menés dans ce que nous avons vécu. Ça a mené les Rwandais dans la mort et ça nous a entraînés aussi dans cette mort. Pourquoi? À cause d'une façon de réfléchir qu'on a inculqué à un peuple. Voilà ce que ça donnait comme résultat. Donc, voilà. Et ça, c'était pour les jeunes. Donc, je disais que les jeunes, en fait, le mot qu'on avait tous en commun, la chose que nous devions tous rechercher ensemble, c'était la connaissance. Voilà. Bon. Pour les jeunes, je voulais ajouter que pour les jeunes, je crois aussi que la connaissance, ça veut dire aussi aller à l'école. Ça veut dire que nous devons, nous, ici, dans la diaspora, nous devons favoriser, nous devons pousser, encourager nos jeunes à aller à l'école. Nous devons encourager nos jeunes à aller chercher la connaissance, directe ou indirecte, mais nos jeunes doivent aller chercher la connaissance, doivent aller à l'école. C'est pourquoi, moi, je disais, c'est très bien, des idées comme ce colloque que nous organisons aujourd'hui. Il faudrait que toutes les forces vivent, tous ceux qui travaillent, tous les organismes, il faudrait que chaque Congolais qui arrive au Canada soit encadré. Parce que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils vont toujours vers les gens qu'ils connaissent. Moi, je suis allé habiter tout proche des gens que je connaissais quand je suis arrivé. Je crois qu'on a tous ce réflexe. J'ai commencé à agir comme ils m'ont dit d'agir. C'est comme ça que nous faisons. Mais dans ce cas-là, il faudrait, pour contrer cette façon de faire, il faudrait qu'il y ait des mécanismes d'information, d'accompagnement. C'est pourquoi cet organisme qui aujourd'hui organise ce colloque, avec les autres organisations que nous connaissons à Montréal, devrait travailler ensemble pour encadrer ces jeunes, pour leur donner l'information et la connaissance. Je crois que ça passe par là aussi. Donc, les jeunes aujourd'hui doivent comprendre, aujourd'hui vous connaissez le mouvement des combattants, donc ces jeunes qui sont levés, nous nous sommes levés pour défendre le Congo. Nous devons, dans ce complot auquel nous faisons face, nous devons comprendre les implications de nos actes, nous devons comprendre les implications de ce que nous faisons et des paroles que nous prononçons. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont menacés à gauche, à droite, parce que ils ont dit un mot de trop, ils ont fait une vidéo de trop, ils sont catalogués aujourd'hui en justice canadienne comme des terroristes. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas les laisser continuer de faire. Nous devons les encadrer, leur donner cette connaissance sur l'implication de ce combat que nous menons pour libérer le Congo. Donc, ça fait partie des choses que nous devons inculquer à nos jeunes. Pour les femmes, que nous appelons communément les mamans, donc il y en a beaucoup ici. Je félicite d'ailleurs maman Muriel Béa, qui est très impliquée dans cet événement d'aujourd'hui. Je me suis demandé où est le lieu où on trouve le plus de mamans, le plus de femmes, des sœurs et tout. La réponse était simple, dans les églises. Dans les églises, c'est là où nous trouvons les mamans, pas vrai maman? Souvent c'est dans les églises qu'on les trouve. À part à la maison, lorsqu'elles ont fini de faire ce qu'elles ont à faire, elles sont dans les églises. Donc je me suis dit, pour arriver à impliquer nos mamans, nos frères, nos soeurs, nos tantines, nos filles ou peu importe, il est important, pasteur Jacques me donnera raison, il est important d'impliquer les églises. L'implication des femmes passe aussi par l'implication des églises. Il serait bon, dans un colloque comme celui-ci, le prochain, je ne sais pas si vous le faites une fois par année, mais il serait bon que la prochaine fois, qu'il y ait aussi un colloque, une rencontre des pasteurs congolais qui soient impliqués dans cette réflexion que nous faisons aujourd'hui sur la façon de libérer notre pays. Mes frères et sœurs, vous avez assisté tous, nous avons tous vu comment les rébellions arabes se sont passées. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont réussi à faire les rébellions dans certains pays? C'était simple. Les imams étaient impliqués. Si vous observez bien,
les vendredis, ça chauffait. Dans les pays arabes, ça chauffait, ils sortaient des mosquées, ils couraient, ils cherchaient quasiment des affrontements. C'était le vendredi, ça chauffait très fort. Pourquoi? Parce qu'ils allaient dans les mosquées, on les haranguait, on leur parlait, on leur inculquait cet esprit de vous devez défendre votre pays, et on a vu ce que ça donnait. Je suis profondément persuadé que sans l'implication des pasteurs, nous allons avoir beaucoup de mal à atteindre nos objectifs. Il serait important, Pasteur Jacques, je ne sais pas ce que vous avez prévu dans ce que vous faites, s'il y a des réunions des pasteurs ou quoi que ce soit, mais il est important, à mes yeux, que pour arriver à impliquer les mamans, il faudrait passer par les églises, et pour arriver même à ce que le mouvement ait de l'ampleur, pour qu'on parle un peu plus du combat que nous menons, il faut que les églises soient impliquées. Il est extrêmement important que les églises soient impliquées. Alors, moi j'en appelle à tous ceux qui sont ici pour que chacun à son niveau puisse voir comment impliquer son pasteur, comment impliquer son diacre, comment impliquer. Il faudrait que les églises soient impliquées dans ce que nous faisons pour la libération du Congo. Rapidement, comme je dis tantôt, je vais faire ça vite. Je vais escamoter certains chapitres parce que le temps imparti est déjà passé. Les papas font du bon travail. Les papas sont très impliqués déjà. Beaucoup des frères sont impliqués beaucoup plus que les mamans. On voit que les mamans s'impliquent un peu plus, mais les papas sont déjà très impliqués. Le seul constat que j'ai fait, c'est que ceux qu'on appelle communément les intellectuels et ceux qu'on appelle communément, souvent quand on dit combattants, on associe ça à des gens qui n'ont pas étudié ou qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme intellectuels. Il y a cette dichotomie, il y a ces deux groupes de personnes ne se parlent pas. Je crois qu'il serait important, c'est un message que je lance ici aux papas, aux frères et tout, il est important, même si vous vous considérez intellectuel, même si vous vous considérez comme des esprits élevés, c'est correct, c'est bien aussi. Mais il est important d'être en contact avec cette jeunesse qui s'est levée, qui se tient debout aujourd'hui et qui se bat pour le Congo. C'est important qu'il y ait un partage entre les deux groupes. Aujourd'hui, on le voit, il y a eu des procès qui ont été organisés, il y a des compagnies canadiennes qui ont été poursuivies ici au Canada. Ça n'a abouti à rien parce que le gouvernement canadien est complice. Mais quand même, on constate que beaucoup de ceux qu'on appelle combattants ne sont pas informés de ce que les intellectuels font pour la même cause, justement à la défense des intérêts du Congo. Et les intellectuels ne sont pas informés de ce que les jeunes, les combattants, le mouvement qui sont sur le terrain font aussi pour la même cause, pour le même pays. Quand les combattants font des marches, les intellectuels ne veulent pas venir. Ah, bah marche la vie non, quand les intellectuels disent qu'on va aller au Parlement canadien, les combattants disent ah, bah français la noix milaïwana, et ça ne va rien donner. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il serait important, impératif, que toutes les souches, tous les groupes, il faudrait un jour qu'on pense à quelque chose de plus grand encore. C'est un bon début. Il faut qu'on pense à quelque chose de plus grand, où toutes les couches de la société congolaise du Canada seraient réunies pour parler du Congo. Parce que nous sommes tous une force. Que ce soit les combattants, que ce soit les intellectuels, tous nous sommes une force. Mon rêve, ce serait quoi? Je vais partager avec vous. Mon rêve à moi, ce serait que chaque député canadien ait entendu parler du problème du Congo. Que chaque député, dans chaque petit coin et recoin du Canada, ait entendu parler de notre pays, de ce que nous vivons au Congo. Pour y arriver, il faut que tout le monde soit impliqué. Il faut qu'on soit unis comme on le fait aujourd'hui. Il faut qu'on répertorie chaque Congolais de chaque coin. Qu'on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite à Chibougamau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite à Témiscamingue ou je ne sais pas où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite au Cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un, si un Congolais, ok, toi, c'est ton député, c'est tel. Il y a des Congolais qui ont rencontré Thomas Mulcair avant qu'il soit élu opposition officielle. Il était prêt à tout. Il était prêt à faire nos 4 volontés pour que les Congolais votent pour lui. Il faudrait, lorsque chaque député canadien aura entendu parler du Congo, aura le dossier du Congo sur sa table, je vous garantis, mes frères et sœurs, qu'on parlera du Congo au Parlement canadien.
Je vous le garantis. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé, on a vu comment ils nous ont ignorés. Patrick Mbeko l'a dit, c'est un complot. Ils n'ont jamais parlé des élections congolaises, vous avez vu à la télé canadienne ici. Pas une seule fois ils n'ont parlé des élections. Tout ce qu'ils ont dit, c'est lorsqu'on a bloqué le pont Jacques-Cartier, ils en ont parlé aux infos. Mais une petite élection dans un pays comme le Madagascar, on en parle 3, 4, 5 fois. C'est un complot, mes frères et sœurs. Nous devons aujourd'hui nous lever. Donc, pour finir, j'en appelle à tous. On a des papas, on a des mamans, on a des frères, des sœurs ici. Que chacun d'entre nous, si nous parlons de ce pays, nous parlons de notre pays, le Congo, à nos amis, nos familles, nous allons arriver à l'objectif poursuivi. C'est-à-dire que toutes les couches, les jeunes, les papas, les mamans, les femmes, que tout le monde soit impliqué dans cette cause de la défense des intérêts de notre pays. Donc je réitère encore, mon rêve à moi, c'est que chaque député canadien ait entendu parler du Congo et le dossier du Congo sur sa table. Si on les harcèle comme ça, le Canada n'aura pas le choix. Le Canada n'aura pas le choix que d'entendre notre problème. Le Canada ici est complice. Les compagnies américaines et des autres compagnies des autres pays battent pavillon. Ils sont tous enregistrés sous le nom du Canada. Tous. Les compagnies minières canadiennes ont été impliquées dans des massacres au Congo. Ça a été démontré. Mais à cause du complot, les dossiers qui ont été introduits ont abouti comme ça en queue de poisson. Donc, pour terminer, voilà ce que je pense que nous pouvons faire. Je crois que nous pouvons atteindre cet objectif avec ce que nous faisons aujourd'hui, avec des rencontres comme ceux d'aujourd'hui, en parlant, en restant tous unis, en travaillant ensemble. Le Congo vaincra. Vive le Congo. Merci. Il a une église du nom de Mission Ta Demeure qui est située à Montréal. Fort de ses convictions de contribuer à l'éveil du citoyen congolais, il s'est démarqué à plusieurs reprises par ses idées, sa verbe oratoire et ses actions. Il est à la fois pasteur, musicien chantre, artiste et comptable de profession. Alors, sous vos applaudissements, Monsieur Révérend Kambala. Je voudrais dire merci à tous les organisateurs de cette conférence et à quiconque aurait fait confiance à mon humble personne, m'invitant comme conférencier. Lors des rencontres préparatoires, je posais cette question-là, pourquoi moi? Et pourtant, il y a énormément de pasteurs dans la ville et je pense que, comme disait un grand penseur, il y a des gens qui courent mieux que moi. Ils ont de l'expérience, ils ont beaucoup d'années d'établissement ici. Donc, humblement, j'accepte les considérations, les éléments que vous avez pris en considération pour que nous soyons conférenciers là. Mais je pense aussi, dans chacun de nous, il y a un élément positif que si on arrive à les conjuguer, de mettre tous ces éléments ensemble, nous pouvons arriver à poser des actes dans une direction assez qui serait remarquable, des actes de grande valeur. En tant que pasteur, on encaisse beaucoup de coups ces derniers temps. On entend énormément de gens accuser l'Église d'être à la base du malheur congolais. Très souvent, lorsqu'on parle de l'Église, on cible l'Église évangélique, l'Église, pas l'Église traditionnelle, on parle de l'Église amizane, comme on nous appelle de temps en temps. Et pour certains, c'est justifié. Au regard du discours qui est tenu à l'Église, au regard quelquefois de l'indifférence des leaders chrétiens par rapport à des éléments clients de la vie congolaise. Mais je ne suis pas à 100% d'accord que l'Église est la seule responsable du malheur congolais, si on devrait l'appeler comme ça. Ce qui fait que dans mon intervention, je ne viens pas défendre l'Église, mais je viens réfléchir avec nous
à la lumière de la parole de Dieu, quelle devrait être la réaction de tout chrétien? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au patriotisme? Quelle devrait être la réaction de tout Congolais? D'aucuns disent qu'aujourd'hui, la culture congolaise est carrément, comme les enfants d'ici disent, baquée, c'est soutenu fortement par la croyance. On chante la musique chrétienne dans le deuil, dans les fêtes, partout. Les Congolais parlent de Dieu partout. C'est vrai, ça c'est ce qu'on constate. Mais jusqu'où ça nous amène à être un peuple qui reflète la grandeur de ce Dieu-là? D'office, je dirais, les conditions dans lesquelles vivent les Congolais ne reflètent pas la grandeur du Dieu que nous prions. Si on fait un petit recensement, que ce soit ici ou que ce soit sur place au pays, le nombre d'églises qu'il y a, au nombre de miracles qu'on nous promet, la l'onction que le Congolais a, on devrait avoir un peuple puissant, un peuple très épanoui. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas entre ce qu'on croit et les dividendes de cette croyance-là dans notre quotidien. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, ma réflexion était comment arriver à faire ressortir que ce grand pays, le Congo, d'une grande croyance, est réellement un grand pays. J'ai entendu mon frère Guy, que j'aime depuis de longues années, épingler certains éléments, et parmi lesquels il y en a certains d'entre eux que je vais répondre ici, mais dans un discours qui est assez différent, assez différent, parce que le soubassement est biblique. Il y a un homme qui était un haut fonctionnaire d'origine juive, il s'appelait Néhémie, et haut fonctionnaire, mais dans sa façon de gérer les informations qu'il avait au sujet de sa terre natale, il est difficile de dire directement que c'est un religieux. Et pourtant, toute sa conduite, sa façon de gérer ces choses-là, il trouve sa force dans ce qui est écrit, dans les promesses que Dieu avait faites à son peuple. J'étais trop jeune lorsque, déjà dans les années 79, ma mère est venue à l'œuvre de Dieu, et j'en ai entendu de grands, entre guillemets, des grands prophètes qui parlaient du Zaïre à l'époque, qui définissaient le Zaïre comme une grande nation qui allait influencer le monde. Et en ce temps-là, je me demandais bien combien et comment on allait le faire. J'étais trop jeune. Mais je me souviens aussi que dans cette même période-là, un franc ou un Zaïre, si tu veux, à l'époque, un franc congolais venait, il y a quelques temps avant ça, venait de valoir $2. Donc on avait un standing de vie tel que on était une référence pour l'Afrique centrale. Et sur mon chemin des études, j'ai étudié avec beaucoup de peuples, de gens qui venaient d'ailleurs, qu'on se retrouve même à l'université. Qui ne sait pas que toute l'Afrique centrale envoyait son élite venir étudier à l'Ovanium? Quelquefois, on a subi la colère de Mobutu, fermé l'IBTP 2 fois. Et quand on regardait, après les reprises, qui n'étaient pas là, très souvent, c'était les étrangers, des gens qui venaient d'ailleurs. Quand c'était fermé, ils sont retournés dans leur pays. Une fois qu'ils repris, ils reviennent. Donc beaucoup d'étudiants étaient des étrangers comme nous. On est ici étrangers, la plupart inscrits à des grandes institutions ici. Parce qu'on croit aux structures qui sont là, qu'elles sont références. À l'époque, donc, le Zaïre était une grande référence. On a tous constaté jusqu'à ce qu'on devienne la ruée du monde de tout le monde se moque de nous. Et moi, ça m'a toujours révolté de voir comment, si facilement, et le chrétien
Et les leaders chrétiens, les pasteurs, tout ce que vous pensez, arrivent à répondre à des questions du genre, est-ce qu'un chrétien peut parler politique? Ah non, 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 on ne parle pas de ces choses-là. Ça me bouleverse. Parce que tout ce qui concerne la politique a un effet sur ton assiette quand tu manges à la maison. Si la politique marche bien, conjuguée avec l'économie, on aura des chrétiens socialement stables. Chrétiens socialement stables fait la force de l'Église. Donc tu ne peux pas dire que ça ne me concerne pas. On a des églises faibles parce que nos membres sont socialement instables. Une église faible a donné un très mauvais message du Dieu qu'il prie, parce que c'est un grand Dieu. Donc ça nous concerne, anyway. Il faut qu'on en parle. Si on ne veut pas en parler, quelqu'un parlera de nous à notre place, là où les grandes décisions se prennent. Et c'était ça ma réflexion d'aujourd'hui. Néhémie, fonctionnaire, si vous me permettez, je vais juste prendre quelques extraits, on va échanger. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 2, je vais sauter pas mal de choses. Je lirai au verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Si vous commencez plus haut, chapitre 1er, vous verrez que cet homme, il s'informe sur ce qui se passe à Jérusalem pendant que lui, il est dans la diaspora comme nous. Il est bien établi, un haut fonctionnaire. C'est pas tout le monde qui avait accès direct au roi. Lui offrir un vin. Qu'il ait le temps de voir même que ton humeur aujourd'hui est positif ou négatif. Il ait le temps de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a une certaine familiarité. Vous vous fréquentez assez régulièrement. Tu es dans la cour des grands. Donc socialement, Néhémie n'avait rien à s'inquiéter. Il est bien établi. Il est loin de la misère de son peuple. Je pense que s'il avait une famille et des enfants, ils ne sont pas directement concernés par ce qui se passe à Jérusalem, parce qu'ils vivent trop loin. Malgré cette distance, il s'informait. Il apprend qu'il y a un groupe de gens qui sont revenus de Jérusalem et dit, dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dira, les murs sont embrouillés, la ville, ça ne marche pas. Et essayez de transposer ces discours-là à notre temps, à notre réalité. On lui dira qu'il y a beaucoup de chégués, on lui dira que les Libanais ont pris tous les business, on lui dira que, bon, j'ai vu un étranger faire fouetter un fonctionnaire congolais parce qu'il lui a demandé son identité. On lui dira énormément de choses qui, à un moment donné, il s'est dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il fasse quelque chose. Au fonctionnaire croyant, il rentre en jeûne de prière, il prie comme nous, Congolais, nous le faisons si bien. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Mais il y a une autre dimension que Dieu voudrait voir dans quelqu'un qui croit à sa puissance. C'est la dimension d'action. Il y a la divinité qui agit, mais je crois fermement que Dieu bénit l'homme à travers un homme. Si tu ne passes pas en action, quelqu'un d'autre ne sera pas béni. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, après avoir prié, il rentre dans la cour du roi, il lui sert quelque chose à boire. Le roi dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je remarque que tu es triste. Il comprend que c'est le bon moment. Je voudrais que quelqu'un souligne, c'est le bon moment. C'est le bon moment de passer le message parce qu'il est disposé à m'écouter. Il dit, comment n'aurais-je pas un visage triste pendant que la terre de mes pères, là où il y a les tombeaux de mes pères, se retrouve dans un état chaotique? C'est comme s'il lui disait, toi et moi je vais bien, mais si je me limitais qu'à ma condition sociale et ne pas être concerné par ce qui se passe,
sur la terre de mes origines, je ne suis pas un vrai homme. Un homme normal ne réagit pas comme ça. Dans la normalité des choses, je devrais être triste quand j'apprends que ça ne marche pas. Objective à Dieu, parce que je ne crois pas à une prière sans objectivité. Prier objectivement, ça serait de dire, je ne dirais pas que les chiens, quand c'est un chat, il faut que je dise à Dieu, mon pays est en train de mourir parce qu'il y a ça qui ne marche pas. Pour que je prie objectivement, il faut que j'ai l'information. Donc ce que je me force depuis quelques années à vouloir partager avec mes collègues serviteurs de Dieu, c'est de leur dire, l'indifférence n'est pas une excuse. C'est pas parce que tu n'es pas informé que tu es excusé. C'est ta responsabilité de chercher l'information. J'ai un jeune frère qui s'est retrouvé une fois devant la police, on lui donne un ticket. Il dit, mais je ne savais même pas qu'il y avait les panneaux qui ont changé. Il dit, mais c'est pas parce que tu ignorais que la loi ne s'applique pas. On fait comme si ces choses-là n'existent pas. Mais ça existe. Les gens meurent, le pays est en train de se vendre, et la réalité est celle-là. Donc, en tant que chrétien, la Bible m'autorise d'avoir une écoute, un œil observateur, afin de retrouver l'information qui ferait la substance même de ma prière. Ça veut dire quoi? Seigneur, sauve mon pays. Concrètement, ça veut dire quoi? Je sais qu'il est omniscient, il connaît tout. Mais qu'est-ce que tu lui apprends de nouveau? Qu'est-ce que tu apportes de concret devant son trône quand tu dis, Seigneur, sauve mon pays? Il va le sauver de quoi? Est-ce qu'il y a des sauterelles? Est-ce que c'est la peste? Est-ce que c'est la choléra? Non, je veux que quelqu'un réalise que quand on dit sauve mon pays, il y a une matière sur laquelle on doit travailler pour que le salut soit perçu, connu et reçu. Si c'est de l'étranger, ben Seigneur, sauve-nous de l'invasion. Si c'est de la famine, Seigneur, sauve mon pays de la famine, il y a sécheresse, nos terres ne produisent pas. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que le chrétien n'a pas d'excuse lorsqu'il dit que ça ne nous concerne pas, c'est pas vrai. Ça te concerne pareil. Mais il faut trouver comment parler à Dieu objectivement. Il faut avoir l'information. Et Néhémie, il y a l'information, il sait. Deuxième élément dans mon intervention, que des fois on a raté des bonnes occasions au Cameroun de donner un bon coup, de saisir les décideurs, parce qu'il y a manque de cohérence dans notre façon d'agir. Manque de cohérence. Il y a des gens qui individuellement ont un bon carnet d'adresses, ils savent à qui parler pour obtenir quelle faveur individuellement. Et lorsqu'ils veulent avoir de l'avancement dans leur projet personnel, ils frappent à ces portes-là et ça marche. Mais lorsqu'il faut maintenant utiliser la même carte que tu as pour l'intérêt commun, c'est là que le peuple congolais déçoit. Néhémie, que les murailles de Jérusalem soient en feu ou pas, sa job est assurée, il est trop loin, il est en Babylone trop loin et il a sa job, il est correct. Comme la plupart d'entre nous, nous disons, bon, de toute façon, moi, toute ma famille est déjà à l'extérieur. Et ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à se débrouiller. Moi, tous mes enfants, j'ai tout fait, sortir les enfants, neveux, tout le monde est dehors. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est épargné. Ça reste notre pays. Néhémie n'agit pas pour son intérêt personnel. Il agit pour l'intérêt collectif. Le Congolais déçoit dans sa façon de gérer les opportunités qu'il a, les portes qui sont ouvertes pour lui. Je me souviens, en rigolant, mais c'est triste, qu'à l'époque du maire Bourque, il a voulu atteindre l'élite congolaise. Et je me suis retrouvé parmi ceux-là qui étaient reçus par le maire. J'étais bouleversé de voir comment on a eu du mal à établir une liste cohérente des hommes qui devraient être reçus par le maire. Juste pour ça, établir une liste cohérente. Alors, je voyais des aînés, je voyais des gens que je respectais tomber plus bas que ça.
Parce que dans leur calcul, parce que le maire allait nous faire certains avantages individuels. Et pourtant, dans le calcul du maire, à l'époque, c'était juste, j'ai besoin de votes. C'est tout. Pour avoir des votes, j'ai besoin d'un de l'élite qui parlera à quelqu'un qui peut l'écouter et influencer une communauté. Il n'avait pas besoin de ma cravate, Jacques. Il avait besoin d'une communauté derrière la personne de Jacques qui joue un rôle quelconque dans cette communauté. Ça, c'est le discours que moi, personnellement, j'aimerais amener à l'Église. Derrière toi, il y a un projet divin pour l'intérêt de ton peuple. Dans tous les actes que tu poses, il y a ta personne que tu exposes, mais il y a aussi ton peuple que tu exposes. Très souvent, il y a les caricatures. Ah, les Haïtiens qui habitent Saint-Michel. Parce qu'il y a eu un Haïtien vers Saint-Michel qui a commis une erreur et ça colle à tous les Haïtiens. C'est la même chose avec les Congolais. Ils commencent bien les choses, mais ils ne les finissent pas. Ils ont beaucoup de chaleur. Quand ils croient à un événement, à quelqu'un, ils en font un Dieu. Cette personne-là, on peut en faire un Dieu. Mais quand il faut assurer la continuité, le Congolais, il descend. Parce que du jour au lendemain, il peut te mettre sur le tupoï et après, te jeter dans le caniveau. Le même jour. Voilà pourquoi nos églises ne peuvent pas être puissantes et impactées, Montréal ou tout le Canada. Voilà pourquoi notre communauté, dans toutes les dimensions de son vécu à l'étranger, est parmi les derniers. Nous sommes parmi les derniers. On commence bien, mais on n'assure pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt collectif. Néhémie ne parle même pas de lui ici. Il dit, la terre de mes pères. Hey, entre toi et moi, il avait une bonne occasion de demander une promotion. Il avait une bonne occasion de dire, je suis triste parce que ma nièce n'a pas eu de visa. Je veux faire venir tous les membres de ma famille. Mais il parle de sa nation. Ce petit texte m'a amené aussi à réaliser qu'il nous manque de cohérence parce qu'on n'a pas un vrai lobbying pour parler aux décideurs. Il faut connaître les enjeux. Et il y en a qui sont mieux informés que moi, mais le peu que je sais, dans le comportement de Néhémie, il a cliqué quelque chose dans ma tête. Il sait que les grandes décisions qui concernent sa nation ne se prennent pas sur place à Jérusalem. C'est à l'étranger que ça se fait. Et il est en face de celui qui a la clé. Voilà la responsabilité de la diaspora. Je m'excuse. Ce n'est pas le gouvernement qui est sur place au Congo qui gère le Congo. Les décisions viennent d'ailleurs. Les enjeux sont tellement élevés qu'il faut être informé. Et quand on prie objectivement par rapport à ces enjeux-là. Mais aussi, on cherche une façon de faire du bon lobbying auprès des décideurs. Parce que le roi lui demandera finalement, parce que oui, j'entends ton discours, mais ça ne me saisit pas trop fort. Qu'est-ce que tu veux? Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? J'ai compris que tu es triste. J'ai compris que les murailles de ta terre natale sont en feu. Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Ah, là il y a aussi un troisième élément que je voudrais épingler aujourd'hui. Des fois on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. Quand on dit on veut que quelque chose change chez nous, qu'est-ce qu'on veut que ça change? Est-ce qu'on veut que tous les étrangers partent? Erreur. Est-ce qu'on veut revenir à la zaïrianisation? Erreur. Le monde a tellement évolué que continuer à penser comme on pensait il y a 20 ans en arrière, on est vraiment loin des enjeux. En faisant ces colloques, en faisant ce genre de rencontres, de réflexion, essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux exactement que l'ONU apprenne? Parce qu'en termes d'intelligence, ils ont déjà l'intelligence, ils ont l'information peut-être que tu n'as pas.
dans ton combat? Qu'est-ce que tu veux leur apprendre du Congo? Il y en a qui parlent Swahili mieux que toi. Ils siègent à l'ONU. Ils connaissent toutes les provinces du Congo mieux que toi. Mais ils n'ont jamais été au Congo. Qu'est-ce que tu veux que l'Occident apprenne de ton action pour que tu ailles le rechercher et change d'attitude? Ça, c'était ma réflexion. Néhémie a compris qu'il y a des paliers de décideurs. Il dit, je veux des lettres de créance qui me permettront d'avoir à la fois du bois, mais celui qui contrôle le bois est trop loin. Pour que j'ai son adhésion, j'ai besoin de ta lettre. Il nous manque de stratèges, de gens qui cherchent comment atteindre tous les décideurs, chacun dans son expertise. Ce qui fait qu'on mène des actions éparpillées au bout de la ligne où il n'y a aucun résultat. Ça, ces discours-là peuvent être négociés à l'église. On peut avoir des journées de réflexion entre hommes. Mon jeune garçon, j'ai des jumeaux. Un d'entre eux, il a une coiffure assez particulière, comme le jeune de son temps. Je me battais avec lui. Non, il faut couper ça. Il dit, papa, je sais ce que je veux. Et à un moment donné, j'étais obligé de lui parler des vrais enjeux. J'ai dit, tu sais, on est dans un monde d'étiquetage. Quand on voit un jeune noir habitant un quartier pas très riche, avec des cheveux afro comme mieux que des années 1960, et qu'il a un peigne sur la tête, malheureusement son pantalon n'arrive pas là où il doit arriver. Même si tu es le plus brillant de ton école, tu es directement classifié comme faisant partie d'un gang et on va commencer à investiguer. C'est ça le monde dans lequel on est. Ah ouais? D'où tu tires tout ça? Viens avec moi à la bibliothèque. Commence à lire. Apprendre combien de cas des arrestations abusives qu'il y a eu. 16 ans. Il dit waouh! Là je pense que je suis maintenant prêt à retourner au Congo dans ton pays. Je pense que je suis prêt. Et avec la mort dans l'âme, j'ai dit, je pense qu'on est mieux de rester ici. C'est triste. On devrait savoir que tout regroupement est déjà suivi. Quelqu'un doit chercher à savoir pourquoi il se regroupe. De quoi ils parlent, jusqu'où ils peuvent nous atteindre. Mais je sais aussi que l'Occident est très analytique. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Quand ils trouvent que vous pouvez avoir de l'influence sur l'opinion publique, soit ils trouvent un pacte avec vous, devenez des amis, ou alors ils vous combattent. Le problème de Néhémie, c'était de se rassurer d'abord que j'ai des décideurs avec moi. Si j'ai des décideurs avec moi, les petits caporaux qui sont sur le terrain, ils vont s'aligner et livrer. Quand il a eu ses créances, il arrive sur place sur le terrain, il arrive à un autre point que je voulais épingler avant d'aller à la fin, c'est qu'il nous manque beaucoup, le temps de préparation. Néhémie arrive, il fait 3 jours sur le terrain, il ne parle à personne, il tourne dans la ville, il évalue les dégâts, il voit l'ampleur du travail, il essaye de comprendre parce que le temps que j'ai quitté le pays, le temps que j'ai mis à l'extérieur, la mentalité a changé. Les gens ne sont plus le même. Des sociologues disent qu'après 10 ans, chaque génération change même dans son langage, les langages changent. Quand j'étais jeune, je crois que John peut savoir, mon frère peut savoir qu'on avait aussi notre langage de jeunes premiers.
Mais 15 ans après, je retourne au Congo, je suis parmi les Mbokati, comme on appelait à l'époque, parce que je suis déphasé, leur langage me dépasse, je ne suis pas là-dedans. Le temps qu'on passe à l'extérieur, mes frères, on n'est pas connecté à la même réalité sur le terrain. Ça prend de vraies informations qu'on peut valider et finalement monter une stratégie de travail. Il y a de la pression qu'on peut faire à l'extérieur. Mais si cette pression-là ne reflète pas les vrais enjeux sur le terrain, on fait du bruit. On n'atteint pas les décideurs. N'oublions pas, ils ont toute la technologie pour être informés. Toute la technologie. Il faut bien analyser les choses. Avant d'aller vite en action, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exactement faire. Néhémie savait aussi que les luttes internes empêchent les résultats. Alors, il montre une autre stratégie. Si ça t'arrive d'avoir le temps de lire à la maison, tu verras le chapitre 3, le chapitre 4 me parle de comment ce gars a été très intelligent. Le fils d'Éterne travaillait à côté des fils d'Éterne. Il a brisé tout ce qu'il y avait comme mentalité des tribus. Nous sommes des tels et vous êtes des tels. Il a mélangé les gens. Toi du nord, tu travailles avec quelqu'un du sud. Pour qu'il n'y ait pas d'intérêt lié au clan, aux tribus, à l'ethnie. Non, ici, il est question de la nation. Des fois, j'aime quand on me confond à un Camerounais que quand directement quelqu'un me dit que je suis Moulouba, là, ça me dérange. Il y a bien des gens qui pensent que je suis Camerounais. Peut-être par mon matériel, ma force. Mais c'est encore mieux. Parce qu'il me donne la possibilité de lui apporter le peu que je peux avoir de positif, sans pour autant qu'il y ait des préjugés. Lorsqu'on va regarder la liste d'organisateurs, on regarde les noms, on dit « Ah, 17, Balouba, c'est une histoire de Tshisekedi. » C'est malheureux. On n'arrivera à rien. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler dans notre peuple. Lorsqu'on paye des factures, on le paye comme client, point. C'est pas un client, Moulouba, tu payes une facture, c'est un client. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas amener tes enfants à l'école. Ça n'a pas de couleur, là, les factures. Tu es client, ça s'arrête là. Donc nous avons tous les mêmes problèmes, les mêmes intérêts à défendre. Ça me fait mal lorsque je vois même dans la manière de fonctionner de cette église, on peut vite savoir que ça, c'est une église dont le pasteur est de telle tribu. Regarde le nombre de membres qu'il y a là, le nombre de leaders qui l'entourent. Très souvent, ils parlent la même langue. On ne va pas loin avec ça. Parce que l'Occident, justement, jusque-là, il dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas la stratégie qui paye. Et la stratégie qui a toujours payé, c'est diviser pour mieux régner. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de dire, vous voulez qu'il y ait continuité. Changeons de mentalité. Travaillons l'unité. Je voulais répondre à quelqu'un pour finir. C'est possible que l'Église parle des enjeux de la nation. Ce qui nous manque sont des leaders qui croient à cela. Mais je ne suis pas né leader chrétien. Je suis devenu leader chrétien. Donc si ceux-là qui m'ont éduqué n'avaient pas mis beaucoup plus d'énergie à élargir ma vision du monde, peut-être que je ne parlerai pas aujourd'hui comme je parle. Nous avons la responsabilité de commencer à parler dans nos maisons, à nos enfants, à nos amis. Chacun de nous, là où tu peux exercer une certaine influence, commençons à travailler la mentalité de
Voilà mon humble contribution pour nous dire que c'est possible de prier pour que le pays change, mais il faut poser des actes. Prier objectivement, connaître les enjeux et créer un lobbying qui atteint les décideurs. Pour y arriver, il faut l'unité, une vision claire, des besoins clairement établis. Pas de jeu de cache-cache. Quand on parle A, ce n'est pas A', c'est vraiment A. Nous parlons tous de même chose. Nous défendons tous les mêmes intérêts. Merci à vous tous. Énormément pour vos mots. Personnellement, ils me font énormément de bien. Je crois que on peut avoir des préjugés sur l'implication ou la volonté de s'impliquer des chrétiens. Et en vous écoutant, des pasteurs comme Richard Mputu, en vous écoutant M. Ngingoy, ça nous redonne l'espoir. Et on a confiance qu'il y a un momentum qui se crée et qu'on arrivera là où nous devons aller. Je vous remercie beaucoup, les deux intervenants, pour vos interventions. Bonjour. Nous venons d'un atelier de réflexion pour l'amour du Congo. Nous avons essayé de réfléchir sur 3 points. La problématique de cette crise congolaise qui n'en finit pas, et aussi réfléchir sur les voies et moyens à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons contribuer surtout à la sensibilisation des nôtres qui dorment encore, qui ne sont pas encore très au courant de ce que nous convenons d'appeler un complot contre la RDC. Nous ne comprenons pas pourquoi ça fait 20 ans nos frères, nos sœurs sont en train de mourir alors que tout le monde parle et célèbre le 20e anniversaire du génocide rwandais. Et nous déplorons les morts rwandais, mais nous déplorons encore plus les morts congolais qui n'ont pas de loin ni de près participé au génocide du Rwanda de 1994. Aujourd'hui, tous les médias du monde sont focusés sur le génocide rwandais, alors qu'il y a un génocide qui se passe présentement au Congo. Les rapports mapping a qualifié nettement, mais malheureusement, ça passe comme un fait divers encore dans les journaux, alors que les rapports parlent de plus de 5 millions de morts. Nous nous souvenons que le génocide rwandais était 800 000 morts, et nous ne comprenons pas ça. Nous nous posons la question si c'est à cause de nos richesses qu'on est en train de nous ignorer pour pouvoir nous exploiter. On ne veut pas dire la vérité que les compagnies minières canadiennes sont en train d'exploiter les mines au Congo et qui contribuent au dérèglement justement de la communauté congolaise à l'Est et à tous les troubles. Parfois on se demande d'où les rebelles prennent des armes pour continuer de faire face au gouvernement pendant 20 ans. Nous savons que les armes coûtent cher. Est-ce que ça ne serait pas une opération balles contre minéraux, armes contre minéraux? On se pose des questions et nous voulons que justice soit faite pour la communauté congolaise. Voilà pourquoi nous sommes venus réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement. Merci. Bonjour, chers compatriotes, chers frères et sœurs. Je suis Ngingoy, combattant résistant congolais qui habite le Canada. Aujourd'hui, c'est le 12 avril 2014. Nous sortons juste d'un colloque, d'une rencontre que nous avons eue ici avec un groupe, le collectif des Amis du Congo. Nous avons discuté de la situation politico-économique que nos frères congolais vivent au pays. Et nous avons dégagé des voies et moyens, des stratégies pour pouvoir faire avancer la lutte que nous menons, cette lutte qui vise à libérer le Congo de l'occupation rwandaise, mais aussi d'assurer un certain équilibre économique à nos compatriotes qui sont au Congo. Donc, de grandes lignes, ce qui s'est vraiment dégagé comme grande ligne ici aujourd'hui, c'est la création d'une plateforme. La création d'une grande plateforme qui va inclure tous les Congolais de la diaspora canadienne ici, la diaspora congolaise du Canada,
Donc nous voulons mettre sur pied une plateforme qui va inclure toutes les forces vives, tous les groupes qui travaillent dans l'intérêt du Congo ici au Canada. Et cette plateforme sera une plateforme qui va essayer d'être une alternative dans le dialogue politique au Congo. Donc voilà ce qui s'est dégagé comme grande ligne de cette réunion d'aujourd'hui. Alors déjà d'avance, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont invités aujourd'hui dans ce colloque qui est pour l'amour du Congo. Donc nous avons été invités, nous avons pris la parole ici, nous avons dit ce que nous pensions de la situation du Congo et ce que nous avions comme idée. Alors nous voulons les remercier aujourd'hui de cette invitation et nous voulons vous informer, chers amis, que vous allez avoir de nos nouvelles. Nous allons entrer en contact avec tout Congolais que nous pourrons rencontrer ici au Canada pour que cette plateforme puisse voir le jour. Parce que, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est unis que nous allons arriver à vaincre, parce que il nous faut la connaissance, et la connaissance, nous pourrons l'atteindre que lorsque nous sommes unis. Donc voilà un petit peu ce qui s'est dégagé de ce colloque d'aujourd'hui, le 12 avril, et ce que nous avions à dire comme mot à la fin de ce colloque. Donc encore une fois, merci à ceux qui ont organisé ce colloque d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agissait. C'est la plateforme pour l'amour du Congo, et cette plateforme nous a invités pour pouvoir débattre de la situation du Congo, et c'est ce que nous avons fait avec grand honneur et avec plaisir. Encore une fois, merci. Donc juste pour dire que nous allons entrer en contact avec tous les Congolais que nous pourrons contacter pour que nous puissions mettre sur pied cette plateforme que nous appelons tous de tous nos voeux. Merci. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.